Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. On va continuer à parler du Proche-Orient avec vous. Vous êtes historien, professeur d'histoire à l'Université Paris-Est Gustave Eiffel. Vous avez dirigé le Centre de recherche français à Jérusalem et vous êtes donc l'un des meilleurs spécialistes de cette ville. Vous avez écrit avec Christophe Gauthier l'histoire de Jérusalem, donc qui est paru en bande dessinée. Alors la bande dessinée, c'est un genre qui permet d'accéder peut-être plus facilement à des thèmes complexes. D'ailleurs, votre bande dessinée, c'est l'une des plus vendues en ce moment. Hein. Elle est la 3e des ventes. On peut dire qu'elle est aussi traduite dans une dizaine de langues, dont en hébreu et en arabe. Donc voilà, on peut plonger plus facilement dans ce qui se passe avec la bande dessinée. Oui, bien sûr. Cette bande dessinée, elle se lit à peu près en 5-6 heures, me disent les lecteurs. Moi, je ne suis pas le meilleur juge, parce que je ne peux pas la lire de moi-même, mais 5 à 6 heures, une demi-heure par chapitre. Il y a 10 chapitres. Donc, soit on lit une demi-heure chaque soir avant de s'endormir, c'est fait en 10 jours, soit en un week-end, quoi. Donc 5 à 6 heures, ça permet effectivement à des plus jeunes d'abord de se plonger, des ados ou des post-ados, des très jeunes adultes qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire des gros pavés, des adultes qui ont une vie professionnelle intense et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps non plus, des personnes âgées aussi. Ce qui nous frappe depuis que la BD est sortie, c'est que les personnes âgées, parfois qui ont des capacités cognitives un petit peu altérées ou qui ont moins bons yeux, qui lisent moins facilement, moins longtemps, vont prendre plaisir en fait à se replonger dans une BD parce que la bande dessinée, c'est un plaisir d'enfance. C'est toujours un souvenir d'enfance. Et sur un sujet aussi sensible, aussi anxiogène, ça peut permettre en fait de s'y plonger, voilà, sans être dans l'angoisse de l'actualité immédiate. Ouais, et surtout que le narrateur, c'est un arbre vieux de 4000 ans. Donc c'est intéressant ce point de vue de l'arbre. Pourquoi ce choix ? C'est un olivier, évidemment, symbole de prospérité et de paix. Il est évidemment planté au sommet du mont des Oliviers, donc il a une vue plongeante sur la ville. Il s'appelle Zaytoun, ce qui veut dire olivier, en hébreu et en arabe. Il a à peu près 4000 ans, ce qui est possible pour un olivier, c'est un arbre qui se régénère tout le temps. L'énorme avantage, c'est qu'il est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Et ça, c'était hyper important d'avoir un narrateur neutre. Et en même temps, il est autochtone, il est de Jérusalem. Là, il est enraciné profondément dans le sol. Et donc, d'une certaine manière, il a du recul sur tout ce qu'il voit, sur les conquêtes, sur les massacres, sur les guerres, etc. Notre Olivier, il a aussi d'autres sujets, d'autres enjeux. Il faut qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il faut que la récolte des olives arrive au bon moment. Bref, le lecteur, toutes les 10-15 pages, va se retrouver au pied de l'olivier avec des paysans qui font la récolte ou qui taillent l'arbre. En fait, ça crée une proximité, une familiarité. Oui, ça permet de souffler aussi un peu. Voilà, le but de cette bande dessinée, en fait, c'est que l'histoire de Jérusalem devienne familière et non plus intimidante pour les lecteurs, et je crois que c'est ça qui fait que ça marche si bien. Est-ce que c'est utile de se replonger dans 4000 ans d'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, et surtout quand on regarde ces 4000 ans depuis un point de vue unique qui s'appelle Jérusalem. En fait, ça aussi, c'est sécurisant, c'est réconfortant pour le lecteur, parce que toutes les civilisations y sont passées, romaines, grecques, byzantines, musulmanes, mamelouks, ottomanes, les britanniques, etc. S'il fallait lire la bibliographie, les Perses, j'oublie, de toutes ces grandes civilisations, on en aurait pour une vie, quoi. Là, en fait, en prenant l'histoire depuis Jérusalem, on va les voir passer sous nos yeux comme sur une scène, et puis quitter la scène par moment. Et donc, ça donne une cohérence, en fait. Et pour des non-spécialistes de cette région, pour des non-spécialistes de l'histoire de ces religions ou de ces conflits, c'est, je crois, quelque chose de réconfortant, de sécurisant. C'est ça on a l'impression, pas l'impression, je crois seulement, mais de pouvoir maîtriser un récit cohérent, un récit linéaire. Il faut dire que j'ai fait un effort pour qu'aucune date ne recouvre une autre. Donc ça se suit de façon très diachronique. Et puis par moments, il y a des cartes aussi. D'une zone de Jérusalem ou un petit peu plus large, qui vont permettre aux lecteurs de s'y retrouver. Oui, de vraiment s'y plonger, voilà. de comprendre la géographie de la ville sans y être allé. C'est ça. Alors, Jérusalem, c'est une ville qui est très emblématique, en fait. C'était une bourgade qui est devenue une ville-monde. D'ailleurs, c'est le titre d'un de vos ouvrages parus chez Flammarion. Pourquoi l'appelle-t-on comme ça ? Sans doute parce qu'elle est le berceau commun des 3 monothéismes. Il n'y a
aucune autre ville sur la carte de la planète. C'est pas la Mecque, c'est pas Rome, c'est pas Lourdes, c'est pas. Vous voyez, c'est une ville où les 3 monothéismes se sont inventés et réinventés en permanence, où ils ont en permanence coexisté aussi, plus ou moins bien, selon les contextes. C'est une ville où des événements qui se passaient très loin ont eu des incidences directes. C'est pour ça qu'il y a 4 chapitres sur ces 10 chapitres qui démarrent à Rome ou à Clermont-Ferrand, l'appel de la croisade, ou à Bâle en Suisse, la fondation du mouvement sioniste. C'est une ville globale, hein, c'est-à-dire les événements du monde ont des répercussions sur l'histoire de la ville. Ce qui se passe dans cette ville, on voit là l'esplanade des mosquées ou le mont des Oliviers, a des répercussions directes sur l'histoire globale. On le voit en ce moment. Oui, d'ailleurs également sur l'histoire économique. Jérusalem, donc, c'est aujourd'hui 1 million d'habitants avec 400 000 Palestiniens qui ne sont pas des citoyens israéliens. Donc c'est une ville très paradoxale. Très paradoxale, ça c'est quelque chose que peut-être les gens qui nous regardent ne savent pas. En 1967, Jérusalem va annexer en 1967, Israël va annexer Jérusalem-Est, mais sans annexer ses habitants, d'une certaine manière. Et donc, aujourd'hui, les 400 000 Palestiniens, effectivement, ne sont pas citoyens israéliens, ils sont résidents de Jérusalem. Ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas accès au système électoral israélien. Et ça fait que les conflits, aujourd'hui, à Jérusalem, sont particulièrement violents, parce que justement, il n'y a pas de politisation possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'à la fin de cette bande dessinée, on essaye d'échafauder des scénarios dont certains sont très sombres, d'autres un peu plus optimistes. Oui, Jérusalem devenant une ville théocratique, Jérusalem-Land, ou alors, ce que vous préférez comme fin, probablement, et comme nous tous, c'est que le pays soit divisé en deux, de façon juste et équitable. Alors peut-être pas divisé, mais partagé en tout cas. Hein, c'est ça effectivement, cette ambiguïté du terme. C'est pas la partition, c'est le partage. Je crois que quand on referme cette bande dessinée, on se rend compte que sur les 4000 ans d'histoire, aucune souveraineté n'a jamais réussi à s'imposer exclusivement dans cette ville, parce que la vocation de cette ville, c'est l'universalité, c'est le partage. C'est pas forcément la division, hein, mais ça veut dire qu'il faut faire une place à tout le monde. Faire une place à tout le monde, est-ce qu'aujourd'hui, au vu des événements, ça vous paraît possible ? Oui, ça c'est ma conviction depuis longtemps et bien avant le 7 octobre. Je ne crois pas que Jérusalem soit le sujet le plus difficile dans le conflit. La question des colonies en Cisjordanie ou la question des réfugiés est beaucoup plus compliquée. Si tous ces sujets-là étaient réglés, si un processus politique véritablement pouvait aboutir à une paix, Jérusalem deviendrait la capitale de ces 2 États. Il n'y a pas besoin de la couper en 2. Il suffit de mettre les institutions, on voit une carte là, les institutions nationales israéliennes très à l'ouest, elles y sont déjà, des institutions palestiniennes très à l'est, et puis au milieu, on a la vieille ville qui est partagée par tout le monde. C'est pas... Sur le papier, c'est beaucoup moins compliqué que les autres sujets du conflit. Mais qu'est-ce qui va permettre d'arriver à ça ? Est-ce que c'est la communauté internationale ? Aujourd'hui, très divisé ? Alors, moi, je n'ironise pas sur la diplomatie. C'est facile de critiquer les diplomates. On voit aussi depuis le 7 octobre qu'ils ont fait un travail énorme pour empêcher peut-être que des choses pires encore n'arrivent. La guerre du Liban n'a pas encore commencé. L'Iran n'est pas véritablement entré dans le conflit alors que ça aurait pu arriver. Donc la diplomatie, elle est là aussi pour faire que des choses terribles n'arrivent pas. C'est moins facile à vendre, donc oui, la diplomatie a un rôle majeur. Aussi parce que Jérusalem est une ville internationale et parce que le conflit israélo-palestinien, depuis la Société des Nations, depuis les Nations Unies en 1947, a toujours été paramétré par la communauté internationale. Donc en fait, elle n'a pas le choix, elle doit prendre en charge ce conflit et le régler au plus vite. Merci beaucoup Vincent Lemire. Je rappelle donc que vous êtes historien et donc l'auteur Christophe Gauthier de ce livre Histoire de Jérusalem que vraiment je vous invite à lire car cela permet de comprendre beaucoup mieux la situation aujourd'hui au Proche-Orient. Merci.